Les systèmes S-300 ukrainiens sont hérités de l'Union soviétique, comme d'ailleurs les systèmes russes, mais les Russes depuis ont produit du S-300 modifié, du S-400, maintenant on en est du S-500, donc il y a toute une gamme qui est entrée en fonction. Donc ces vieux missiles soviétiques que les Ukrainiens ne produisaient pas et ont mal entretenu, ce qui explique les nombreux accidents. Il y en a encore eu un aujourd'hui puisque les Russes ont, on va en reparler, lancé une nouvelle campagne de tir contre les infrastructures critiques ukrainiennes. Et donc, eh bien, une fois de plus, un des missiles, alors on ne sait pas si c'est un Buk, un S-300, terminé dans un bâtiment. Et là, en l'occurrence, ils n'ont pas terminé dans un bâtiment, ils ont terminé dans une ferme polonaise. Alors, ce qui a immédiatement me posé la question, c'est-à-dire que dans la mesure où la Pologne est à l'ouest de l'Ukraine et que les missiles russes arrivent par l'est et par le sud, on pouvait se demander comment c'était possible. Mais admettons, encore une fois, les équipages ukrainiens sont pas très doués. La DCA ukrainienne est quasiment invisible, de toute manière complètement inefficace. Donc ça aurait pu être un accident. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai pensé. Zelensky s'est complètement discrédité en accusant la Russie immédiatement. Il n'a pas du tout été suivi par Joe Biden, qui était encore à Bali pour le G20, qui a immédiatement dit que c'était pas ça. Il y a eu cette pseudo-conversation entre Emmanuel Macron, en fait imité par des humoristes russes, les fameux Alexis Sevova dont nous avons déjà parlé, qui arrivent à piéger de manière très habile des responsables politiques. Et on a entendu le président Duda, donc le président polonais, dire au fou Emmanuel Macron qu'il ne souhaitait pas la guerre avec la Russie. En fait, on s'aperçoit que personne ne souhaite la guerre avec la Russie. Et en revanche, ce qu'on a observé là et qui a commencé à effrayer tout le monde, même sur nos gamelins de télé, je crois que le cas du général Clermont, de voir que Vladimir Zelensky veut absolument entraîner l'OTAN et les pays de l'OTAN dans une guerre directe contre la Russie. Et en tout cas, le bon signe que ça a donné, c'est que visiblement, au sein de l'OTAN, personne n'a envie d'aller faire la guerre directement contre la Russie. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Cela dit, mon analyse sur la question a légèrement évolué, puisque je pensais que c'était un tir malheureux de la DCA. Mais j'ai eu l'honneur de participer à une émission, à un talk show assez populaire en Russie, donc qui est le Soloviev Vecher. Donc Soloviev, c'est un présentateur très connu en Russie, très, très populaire. Et il avait invité quelqu'un que j'ai appris à connaître et à apprécier, qui s'appelle Yakov Kedmi. Yakov Kedmi est sans doute un des meilleurs experts militaires. Et ce qu'il a révélé, auquel je n'avais pas pensé, c'est qu'en fait, tous les systèmes aériens ont un système d'autodestruction. C'est-à-dire qu'une fois que la cible est acquise, et une fois que le missile est tiré, si la cible acquise n'est pas détruite, le missile s'autodétruit. Pour pas qu'il continue à se balader dans les airs et puisse taper n'importe où, n'importe comment. Donc ce système doit fonctionner, ce qui fait qu'en principe, puisque c'est en principe un S-300 qui s'est abattu en Pologne, aurait dû être détruit après avoir manqué d'intercepter le missile russe. Et ce n'a pas été le cas. Et ce que nous apprend Kedmi, c'est que le système d'autodestruction doit être désamorcé avant le départ du missile. C'est-à-dire que c'était intentionnel que ce tir de missile ne termine pas sur un missile russe ou ailleurs, mais bien tombe en territoire polonais et sans que son système d'autodestruction puisse fonctionner puisqu'il avait été débranché avant le tir du missile. Donc là, ce dont on s'aperçoit, c'est que Zelensky en fait et les élites ukrainiennes commencent à s'inquiéter de voir le désintérêt, le découragement, voire l'exaspération des élites occidentales, notamment des élites américaines. Et là, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Nous avions parlé du chef d'état-major de l'armée américaine, le général Milley, qui a fait récemment 3 déclarations, dont nous avons déjà parlé de 2 déclarations. La première déclaration, il a donné le vrai nombre des pertes ukrainiennes, c'est-à-dire 100 000. C'est plus de 10 fois les 9 000 qui ont été annoncés par les Ukrainiens. Donc ça correspond à ce que disent les Russes en plus, donc c'est là où c'est intéressant. Donc premier pavé dans la mare. Deuxième pavé dans la mare, il dit que les Ukrainiens devraient négocier. Et troisième pavé dans la mare, il dit qu'il ne pense pas que l'armée ukrainienne soit en état de reprendre les territoires capturés par la Russie. Donc là, ça a été effectivement une énorme douche froide. Et c'est à ce moment-là que ce tir de missile contre la Pologne, contre les malheureux tracteurs polonais, a été mis en œuvre et désigné par Zelensky lui-même comme un tir de missile russe contre la Pologne. Donc pour essayer d'entraîner l'OTAN
en guerre directe avec la Russie. Et ça également, ça a été un mauvais point, évidemment un mauvais point pour Zelensky, qui a été très critiqué, y compris dans la presse gauchiste française. Donc ça, c'est quand même une nouveauté. Donc en tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un basculement au sein des élites otaniennes qui ne croient plus à la victoire possible de Kiev sur la Russie. Ça se voit dans la presse et on entend de plus en plus parler des armes qui livrées à l'Ukraine qui pourraient tomber entre les mains des terroristes. Il y a le scandale de FTX où une partie de l'argent donné à l'Ukraine aurait été, mais c'est pas encore prouvé, détourné pour être investi dans FTX. On parle également, y compris dans Le Monde, du fait que en fait l'OTAN a été démilitarisée. C'est ce que disait l'analyste américain Scott Ritter, c'est-à-dire que la Russie, après avoir démilitarisé l'Ukraine, est en train de démilitariser l'OTAN. L'OTAN, les stocks sont vides. L'OTAN a de plus en plus de difficultés à se réapprovisionner, alors que la Russie regorge de munitions. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de m'entretenir il y a quelques jours avec Laurent Braillard de retour du Donbass. Il me disait que partout où il y a été, les munitions étaient là en quantité, quel que soit le calibre, il ne manque de rien. Donc pas de problème de logistique, pas de problème de munitions côté russe. C'est pas du tout le cas du côté ukrainien. Donc et on commence à en parler ouvertement. Donc là aussi, ça commence à devenir intéressant. Les rêves du mois de mars des otaniens que la Russie pourrait être arrivée à court de munitions, de missiles, d'obus, etc. Tout ça est bien loin. Même les missiles, je crois que c'était dans le New York Times, où les Occidentaux reconnaissaient qu'ils ne savaient pas combien de missiles avait la Russie en fait. Donc en fait, moi je vous le dis depuis le début, je sais comment fonctionne le complexe militaro-industriel russe. Les Russes ont largement suffisamment de missiles pour mener cette guerre à bon terme, c'est-à-dire à la gagner, ce qu'ils sont en train de faire. Et on l'a vu aujourd'hui par une nouvelle vague de bombardements. À chaque fois, on dit que c'est la plus grosse vague de bombardements depuis le début de la guerre. Et en fait, eh bien, aujourd'hui, effectivement, c'était une vague extrêmement impressionnante. Et les lignes électriques et les transformateurs autour des 3 centrales nucléaires encore contrôlées par Kiev, eh bien, ont été touchés. Ce qui fait que là, on ne sait pas ce qui va rester du système électrique ukrainien. Et là, maintenant, l'évacuation des grandes villes commence vraiment à se poser, d'autant plus que l'hiver arrive et donc ces centaines, voire ces millions de réfugiés vont arriver en Europe. Encore une fois, je le dis mais je le redis, Bruno Le Maire a déclaré une guerre économique totale à la Russie. C'est la Russie qui va la gagner, celle-là aussi. Ça me paraît de plus en plus évident. Autre chose aussi qui montre que le ton est en train de changer, c'est que beaucoup de vidéos sont mises en circulation de soldats russes prisonniers abattus sur place. Alors ça a 2 significations. La première signification, eh bien, c'est que on s'interroge. De toute manière, c'est une guerre de civilisation. Là aussi, on le voit. Donc, on a une espèce de pagano-satanisme LGBT côté kievien. Et puis, de côté russe, c'est l'Europe chrétienne qui se défend plutôt bien. Et d'ailleurs, Kiev est bien au courant puisque désormais, les persécutions contre l'Église orthodoxe du patriarcat de Moscou, eh bien, ont redoublé. Il y a eu une descente de police à la Lore à Kiev et également dans 2 monastères. L'Église orthodoxe fait face de nouveau aux persécutions comme ça a été le temps à l'époque des bolcheviks. De toute manière, elle est en face de ce que Dostoïevski après appelait les démons, parce qu'en fait, le roman de Dostoïevski, en fait, a été mal traduit. C'est pas les possédés, en fait, c'est les démons. Et en fait, les personnages qu'il décrit, ces fanatiques qu'il décrit, c'est ce à quoi la Russie a affaire, c'est ce à quoi l'Église orthodoxe doit faire face. Voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure de Lexus et Vova, donc les 2 humoristes qui se sont fait passer pour Emmanuel Macron et ont eu cette conversation avec le président Duda, mais finalement on n'a pas appris grand-chose, sauf que, bonne nouvelle, les Polonais ne voulaient pas faire la guerre directement à la Russie, on peut arriver quelquefois à en douter. En revanche, ils ont également piégé en se faisant passer pour l'ancien ambassadeur McFaul, et ils ont réussi à piéger l'ancien président ukrainien Poroshenko. Donc Poroshenko, c'est celui qui a signé les accords de Minsk, c'était le prédécesseur de Zelensky. Et on a appris des tas de choses très intéressantes grâce à ce piégeage, notamment que les accords de Minsk ont été évidemment signés pour permettre à l'armée ukrainienne, non pas de faire la paix avec ses provinces perdues, puisque c'était ça les accords de Minsk, mais de pouvoir se doter d'une armée qui serait capable de combattre la Russie. Donc c'est une justification a posteriori de la décision qu'a prise Vladimir Poutine, et donc on s'aperçoit qu'elle était, une fois de plus,
tout à fait légitime. Rappelons que la date de péremption des accords de Minsk, c'était décembre 2015, et que les Russes ont patienté pendant près de 7 ans. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien garder en tête, c'est important. Autre chose qu'on apprend, c'est la totale domination de l'armée russe dans le domaine de l'artillerie et de l'armée de l'air. Et d'ailleurs, Poroshenko demande comme d'habitude les Ukrainiens, ils arrivent en tendant la sébille, des armes antiaériennes, des avions, etc., etc. Donc on apprend effectivement que les Russes sont à 10 obus contre 1 pour de l'artillerie, que la domination dans le ciel, contrairement à ce que nous racontent des pilotes de jeux vidéo sur d'autres chaînes d'information, eh bien l'armée de l'air ukrainienne n'existe quasiment plus et que les Russes font ce qu'ils veulent, comme d'ailleurs on l'a vu aujourd'hui. Donc voilà, très intéressant piégeage de Petro Poroshenko qui confirme ce que nous disons depuis 8 ans. Mercredi 23 novembre, les Russes, une nouvelle fois, ont lancé une campagne de bombardement sur les infrastructures critiques. Et là, la constatation qu'on fait, c'est que la DCA ukrainienne, avec ou sans les nouveaux systèmes qui ont été livrés par l'Allemagne, la France, qui a livré des Crotales, d'après ce que j'ai vu, déjà qu'on n'en a pas beaucoup, enfin une fois de plus, on est sur l'os et on continue à livrer des armes à l'Ukraine qui ne leur serviront à rien parce qu'ils vont perdre cette guerre, c'est une évidence depuis le début. Donc voilà, et donc toute cette DCA donc, ne sert à rien. Les Russes font absolument ce qu'ils veulent sur le territoire ukrainien. Et là, ça commence à peser évidemment sur la logistique. Et ça a des résultats sur le front. Voilà ce qu'on peut dire sur ces bombardements.